Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet événement organisé par les Comètes d'Extia sur le testing. Donc, qu'est-ce que le testing? On va explorer un petit peu à quoi ça sert, comment on fait et dans les grandes lignes pour que ce soit agréable pour tout le monde. Je vais commencer par présenter un petit peu le plan de cette heure. Donc, d'abord, on fera un petit exercice pour nous donner l'opportunité d'attendre les derniers arrivants. Je présenterai l'entreprise, l'initiative des Comètes d'Extia et puis, le présentateur, donc surtout Maxime, qui, a fait le contenu et vous présentera ce cet événement. Ensuite, 4 parties. Qu'est-ce que le testing? À quoi ça sert de tester? Quelles sont les activités du testing? Quelles sont les étapes du processus? Et quels sont les outils modernes? Donc, dans les grandes lignes. Alors, petite présentation de moi-même. Je suis Charles de Clarence, je suis coach agile chez Extia Suisse. Je suis arrivé là, en fait, par ma passion pour, l'amélioration continue, que j'exécute dans le cadre privé par le sport et différentes, sports de précision ou, professionnels, pour la résolution de problèmes. Et je vous présente aussi Maxime Boudry, qui est de la team de Lille, d'Extia Lille. Il est passionné de jeux sous toutes les formes, créateur et organisateur d'événements ludico-culturels ou culturo-ludiques. On pourra débattre de ça, après si tu veux. Et il se démarque par la reconstitution historique ou des parties d'airsoft. Il est membre de plusieurs associations de jeux, à l'extérieur et à l'intérieur d'Extia. Et c'est avec plaisir que je lui passe la parole pour qu'il commence son exposé. Bonjour. Oui, petit exposé sur, en effet, sur le testing. Donc, pourquoi tester? Certainement plusieurs d'entre vous font peut-être du test déjà en fait dans leur métier ou ont affaire dans le cadre justement de leurs différentes missions à des équipes de test. Et en fait, j'ai remarqué donc de par mon expérience que la plupart du temps, les gens ne savent pas en fait ce qu'on fait en fait en qualif ou ne savent pas ce qu'on peut faire en fait surtout pour les idées ou qu'ils ne voient pas et c'est peut-être le plus grand problème en soi, c'est qu'ils ne voient pas l'intérêt en fait de tester une application. Du coup, je vous fais ce petit meet-up pour vous expliquer ça. Alors, on va commencer basiquement. Euh, D'ailleurs, attends, excusez-moi. Voilà. Ah, tu as fait exprès. Sur le qu'est-ce qu'on teste et pourquoi on teste. Donc, deux grands mots en fait qui rythment notre vie, on va dire, donc la qualité et la prévention. Donc, la qualité, donc c'est garant. En fait, le but d'une équipe de test est de garantir un niveau de qualité et d'une fiabilité par rapport à une application ou une version, et de vérifier, peut-être la partie la plus importante aussi, c'est accessoirement de vérifier que l'application qu'on est en train de tester, en fait, répond aux besoins exprimés par le client. Heu, on en parlera peut-être plus tard, hein, sur un des fameux mèmes, en fait, sur, la compréhension entre les différentes équipes qui intègrent un projet. Je ne sais pas si Charles, tu pourras peut-être nous caler ce fameux mème dans le draw pour qu'on en parle, à la fin, À la si fin, les oui. gens ont des questions. Voilà. Et donc, 2e mot-clé, comme je le disais, la prévention. Donc, éviter les malentendus. C'est notamment le même que je viens de demander à Charles. Justement, s'assurer que tout le monde comprend et a compris la même chose. C'est moi. Voilà, super. Éviter derrière en fait des pertes donc de productivité, des pertes financières notamment, euh, au lancement en fait de la fameuse application, éviter potentiellement les dommages collatéraux, donc problèmes de performance, problèmes de sécurité qui font partie en fait du domaine du test. Donc ce sont des niveaux de tests différents, on en parlera un petit peu plus tard, qui sont en dehors du entre guillemets du scope sur lequel je vais plus m'orienter ce soir, qui est le scope en fait du test plutôt orienté métier. Donc, hop. Du coup, quelles sont les activités? Qu'est-ce que fait une équipe de test? Que font les testeurs en fait dans le cadre justement d'une
qualification ou d'un projet de qualification. Je vais commencer par vous parler justement des 7 principes fondamentaux en fait qui vont régir en fait à peu près toute la vie en fait d'un testeur et du coup toutes ses activités. Et vous allez voir qu'elles sont plutôt larges et ce n'est pas juste entre guillemets faire mumuse avec une application pour vérifier qu'elle fait bien ce qu'on veut. Donc c'est 7 principes fondamentaux. Donc les tests montrent la présence de défauts. Ça paraît logique pour certains, mais vous verrez que c'est pas toujours le cas. Les tests exhaustifs sont impossibles. Tester tôt, regroupement des défauts, le paradoxe du pesticide, les tests dépendent du contexte et l'illusion de l'absence d'erreur. Voilà ce qui régit globalement le travail de la qualif. Donc je vais vous les expliquer un par un, enfin sauf le premier, deux par deux, parce qu'ils vont un petit peu ensemble, hein, le premier et le dernier. Donc les tests montrent la présence de défauts. Bah oui, c'est le but. Et ce qu'on appelle l'illusion de l'absence d'erreur, donc qui est liée. Donc comme ça paraît pas forcément logique au premier abord aux gens qui viennent, qui ne connaissent pas le test. Mais en fait, les tests sont faits, comment dire, ne prouvent pas l'absence de défaut. Voilà, en fait, c'est le lien entre les deux. Voilà, c'est que c'est pas parce que vous ne trouvez pas d'erreur qu'il n'y en a pas. Et c'est bien pour ça, en fait, justement, qu'on fait du test et qu'il est amené à évoluer tout au long, en fait, de la vie, en fait, du projet. C'est vrai que je vous parle beaucoup de parler de logiciel, mais au final, on peut appliquer ça à beaucoup d'autres choses. En fait, quand on parle de qualification, on parle de qualification logicielle, mais on peut qualifier pas mal d'autres choses. Vous allez le voir d'ailleurs, parce que justement, la qualif, notamment dans le cas de la qualif logicielle, ne qualifie pas que du logiciel. On en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc l'absence de défaut ne signifie pas qu'il n'y a pas de défaut. C'est le maître mot. On peut pas dire à la fin d'une qualif quand on n'a pas trouvé d'erreur qu'il n'y en aura pas et que le produit sera 100% efficace en fait une fois déployé. Pourquoi? Justement, je vous ai mis quelques exemples là. Des tests non pertinents, des données non pertinentes. On en parlera justement dans le cadre des principes de E6 qui font que justement on n'a pas trouvé de données, mais c'est peut-être normal. On n'a pas trouvé de défaut, mais c'est peut-être normal. Ça ne veut pas dire que le produit est parfait, jamais. Euh, mais on veut dire qu'on n'a peut-être pas fait les bons tests. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Du coup, ce que fait la qualif en fait pour contrer ce petit problème-là, justement, donc ces petits encarts jaunes, c'est la remise en cause permanente des tests, des données, des contextes et périmètres. On en reparlera plus, je vous disais, dans le cadre du principe 6, et une augmentation en fait permanente de ce qu'on nous on appelle la bibliothèque de cas de test, de cas d'usage. On en reparlera justement, notamment dans le groupe des défauts, dans le regroupement des défauts. C'est une chose qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'augmentation, enfin, je veux dire, on peut pas se contenter d'une bibliothèque des tests qu'on fait maintenant. Je vous en parlerai plus tard, sinon je vais me mélanger un peu les pinceaux. Mais voilà, l'idée c'est ne pas toujours faire la même chose. Très important. Du coup, pour un terme de fonctionnement, je veux dire, tant que je vois pas de questions, je ne m'arrêterai pas, je passerai au slide suivant. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question sur un slide en particulier, de la poser directement. J'ai le chat de questions sous les yeux et j'essaierai de répondre au plus vite pour ne pas, entre guillemets, dériver de répondre à une question d'un slide 2 fois plus tôt. Donc, comme vous voulez. N'hésitez pas à poser les questions. Si je peux répondre et que c'est en adéquation avec le moment où on en est, je le ferai. Sinon, on reviendra éventuellement sur les slides à la fin pour répondre justement à toutes vos questions. Du coup, principe numéro 2, les tests exhaustifs sont impossibles. Voilà. Tout tester est impossible. Si un jour quelqu'un vous dit qu'il a testé 100% une application, il va vous mentir. C'est clairement pas possible pour différentes raisons. La première étant le temps imparti souvent à la qualification, qui ne nous permet pas de tout tester. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est que potentiellement, on ne peut pas non plus
tout tester, les combinaisons possibles et imaginables d'une application. C'est-à-dire qu'on va faire des tests sur des nomenclatures, on va appeler ça comme ça, des nomenclatures de données, en fait, qu'on va prioriser, en fait, et évaluer en termes de risque. Donc, voilà. Donc, quand on dit en effet qu'on teste tout, quand une équipe de quali vous dit qu'elle teste tout, ça veut pas dire qu'elle a testé l'appli à 100%, c'est plutôt qu'elle a géré et focalisé son effort de test en fonction des risques et priorités qui ont été établis. Donc, avec le client, donc le métier dans le cadre souvent d'une application logicielle, c'est souvent avec le métier ou du moins avec les utilisateurs de l'application. Gérer, focaliser l'effort de test, voilà, avec des risques et priorités. Donc, quand je vous disais qu'on ne peut pas tout tester toutes les données, justement, c'est ça. C'est on va tester, l'exemple que je vais donner, par exemple, si on teste un site web, par exemple, de e-commerce, c'est qu'on va, on va tester avec un utilisateur, deux utilisateurs différents. On ne peut pas tester avec la batterie complète des utilisateurs qui vont utiliser le site. Typiquement, c'est impossible. Le seul moyen de faire ça, on peut le faire, c'est dans le cadre des tests de performance notamment, qui vont nous permettre de simuler en fait des connexions simultanées. Mais là, on est plutôt dans le cadre des tests de perf et pas dans le cadre de tests métiers. Mais voilà. Par exemple, l'exemple que je vais donner, par exemple, pour les Extiens, le Vamos, on est donc, Charles vous l'a dit, 2000 chez Extia. On va pas tester les 2000 comptes pour vérifier que les 2000 comptes arrivent à faire tout ce qu'ils sont censés faire sur le Vamos. On va en extraire une typologie de type de compte, par exemple des administrateurs, des utilisateurs simples, des modérateurs, etc. Et on fera des tests basés là-dessus, mais on ne fera pas des tests sur les 2000 compte du Vamos. Ça, c'est pas possible. Voilà. Le principe suivant, on parlait de temps tout à l'heure, quand on peut pas tester tout, c'est impossible, c'est tester tôt. Quand je vous disais que le temps, en fait, alloué à une qualif, justement, est réduit, mais plus tôt on la commence, mieux c'est. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne teste pas que le logiciel. On peut être amené à tester d'autres choses, tout bêtement, tester de la documentation. C'est la base de la qualif, c'est ça, ce sont les entrants, ça va être l'expression de besoin, ça va être le besoin exprimé par les utilisateurs qui va être transformé du coup en expression de besoin et en cahier des charges. Ça peut être testé. Et idéalement, il faut les tester le plus tôt possible parce que, bon, je vous l'ai écrit là, un bug détecté coûte moins cher à corriger en temps, en énergie et en budget s'il est détecté avant. Ça veut dire sur les documents. Ça veut dire qu'à l'expression de besoin, si on voit qu'il manque quelque chose, une règle de gestion, un cas d'usage pas pris en compte, etc., si on le détecte le plus tôt possible, ça veut dire qu'on peut mettre à jour l'aspect qui va être transmis au développeur et du coup, le cas sera pris en charge. Alors que si on le détecte justement au moment de la qualif et qu'on vérifie, dit ça on l'a pas pris en compte, ça veut dire qu'on va devoir renvoyer le correctif en développement, livrer une nouvelle version, ce qui va allonger la durée de la qualif en elle-même et régénérer un développement, régénérer un patch, une version. Enfin voilà, ce sont des coûts dans le cadre d'un projet notamment logiciel qui sont des coûts fixes à chaque fois qu'on régénère une version. En fait, ce sont ça a des coûts. Donc voilà. Donc plus tôt on le détecte, mieux c'est. Donc en fait la qualif elle va intervenir justement à ce niveau-là. Donc je voulais marquer l'échange, ce qu'on appelle les tres amigos. Bon, c'est un terme qu'on utilise beaucoup actuellement dans ma mission actuelle. L'idée c'est c'est qu'une fois qu'un besoin est exprimé, c'est de le faire passer justement dans les mains de tout le monde. Il y a le besoin, on va dire par les experts du métier, la qualif et idéalement un développeur pour être sûr que il a bien compris ce qui était demandé, qui potentiellement le développeur, comme le testeur d'ailleurs, auront un point de vue différent par rapport à la personne qui exprime le besoin et qui permettra justement de voir des cas qu'on n'aura peut-être pas pensé tout de suite,
mais qui peuvent avoir une importance et un impact en fait dans le cadre du développement et même du fonctionnement basique de l'appli. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, qualification des documentations, hein, donc les premières choses qui sont émises dans le cadre du projet. La validation des périmètres, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vérifier qu'on a pris en compte toutes les possibilités en fait de la fonctionnalité, de l'application en elle-même pour être sûr que tous les gens qui doivent y avoir accès y ont accès, etc. Et du coup, la rédaction et mise à jour des scénarios, parce que voilà, qui dit test-eto dit commencer aussi à rédiger les cas de test le plus tôt possible, ce qui permet justement en fait de soumettre éventuellement ces scénarios à validation des experts pour être sûr. Donc c'est des validations, comme je vous dis, test-eto, on commence ce genre de choses le plus tôt possible. Par contre, ce sont des phases qui vont avoir lieu régulièrement dans la vie du projet et dans la vie du test. C'est de revalider parce qu'il y a toujours un moment où on va repenser à quelque chose qu'on n'a pas pensé au début et on va se poser la question, on va échanger pour vérifier et éventuellement envoyer des corrections le plus tôt possible avant la phase de qualif elle-même. Il y a aussi des questions qui se poseront pendant la phase de qualif, hein. Personne n'est parfait. On aura toujours des choses auxquelles on pensera au moment où on le fait. Donc forcément, ça arrive. C'est pas dire que c'est trop tard, mais si on l'avait détecté avant, voilà, ça aurait coûté moins cher. En redite à tout ce que je vous ai expliqué avant. Le principe numéro 4, le regroupement des défauts. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto qui dit que globalement 80% des défauts découverts dans une application sont confinés dans 20% de l'application. Une fois qu'on sait ça, par rapport à ce qu'on disait plus tôt, qui est quand on parlait de la priorisation en fait et de la gestion des risques par rapport au test, c'est une des choses qu'on va essayer de déterminer justement, c'est cette fameuse loi de Pareto, c'est sont les 20% de l'application les plus critiques et du coup les plus à même d'apporter des défauts pour justement adapter les efforts de test et justement ce qu'on va appeler donc le plan de test. J'en ai pas encore parlé jusqu'à présent. Le plan de test, globalement, c'est l'intégralité des tests que l'on va dérouler dans le temps imparti. C'est le nombre de scénarios, etc. Et il faut que, en corrélation avec cette fameuse loi de Pareto, il faut se dire que 80% des scénarios du plan de test en fait, vont correspondre aux 20% de l'application et à l'inverse, il nous restera 20% de temps, entre guillemets, de scénario, parce que ça s'applique sur le nombre de scénarios, ça va aussi s'appliquer sur le temps en général, pour tester les 20% de l'application restante, mais qui sont, du coup, par définition, moins sujets, en fait, aux bugs. Donc c'est un travail qui est compliqué, c'est pas parfait du premier coup d'ailleurs, hein. Le 20% de l'application, on va l'estimer la première fois et c'est après avec l'expérience des versions, pour ceux qui travailleront éventuellement sur des projets sur le long terme avec des différentes versions, c'est au fur et à mesure, en fait, ces 20% peuvent être amenés à changer en fonction des nouvelles fonctionnalités que vont apporter les nouvelles versions. À partir d'un moment, on peut aussi considérer que des pans de l'application justement seront sécurisés parce que on les a testés, il y a plus d'erreurs. Alors, sous réserve de ce qu'on a dit pour le premier principe, c'est pas qu'il y en a plus, c'est juste qu'il y en a moins et qui du coup devient moins critique par rapport à une nouvelle fonctionnalité qui arriverait dans une version suivante. Le principe numéro 5, ce qu'on appelle le paradoxe du pesticide. En fait, le paradoxe du pesticide illustre l'utilité d'un cas de test en fait en fonction de son âge. Donc plus un cas de test est âgé, moins il est efficace. Pourquoi? Parce qu'on écrit un test, on écrit un cas de test pour tester une fonctionnalité ou un type d'erreur. Et au fur et à mesure du temps, on va les passer, on va détecter les erreurs au début, elles vont être corrigées, etc. À un moment, du coup, ce test-là ne trouvera plus d'erreurs puisqu'on les a déjà trouvées avant. Bon, bien sûr, on parle dans le cadre où il n'y a pas eu de modification, d'avenant, d'évolution
à la fonctionnalité que vous êtes en train de tester, bien sûr, hein. Donc on parle bien juste dans le cadre de la TNR. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le test, bah, on le déroulera plus. En fait, on le déroulera en 3 phases. Il y a les premières fois où on va le dérouler et on retrouvera les erreurs, elles vont être corrigées. Une deuxième phase, midlife, si je puis dire, où le cas de test ne rencontrera plus d'erreurs. Et le troisième cas, c'est en fait, on ne le testera plus justement parce que pas d'évolution, plus d'erreurs. On va réorienter notre temps sur d'autres cas de tests qui sont plus critiques. Donc c'est voilà, une fois les erreurs corrigées, les tests n'en détectera plus en théorie en TNR. Par contre, le cas de test pourra entre guillemets être rajeuni si jamais un jour une évolution s'amène sur la fonctionnalité qu'on était en train de tester. On se dit qu'il va falloir retester que ce qui marchait avant continue de marcher avec l'arrivée de l'évolution sur le sujet. Donc il va être rajeuni, soit on n'y touchera pas en tant que tel parce qu'on vérifiera que tout continue, que la fonctionnalité qui était prévue de tester continuera à marcher malgré l'évolution, ou alors justement on retravaillera ce cas de test-là justement pour prendre en compte l'évolution qui vous est livrée. Et du coup, on repartira dans le cycle où on le redéroulera, on retrouvera des erreurs, plus d'erreurs, et on ne le détectera plus. Et donc voilà, c'est cyclique. L'âge du test est important, et une des actions de la qualif, justement, c'est comme on réoriente, comme je vous l'ai dit, notre effort de test et donc nos scénarios, il faut qu'on puisse créer de nouveaux scénarios, de nouveaux cas de test, ou éventuellement profiter de tester avec un nouveau jeu de données le cas de test pour le réutiliser, le réactualiser, le rajeunir. Voilà. Principe numéro 6, donc le dernier. Les tests dépendent du contexte. Donc on en a parlé brièvement tout à l'heure. En fait, il y a différents types de tests. Le test métier, par exemple. Donc, le test de performance et le test de sécurité, qui sont donc des phases de test différentes et qui vont se gérer du coup de façon totalement différente. Et à l'intérieur de ces nomenclatures de tests, vous avez des différents niveaux. Tu peux être unitaire, intégration, système, acceptation, voire des niveaux particuliers, on va dire, selon la nature de votre projet. Mais voilà, ça veut dire que quand on écrit un cas de test, en général, ce cas de test s'inscrit dans un seul niveau. C'est-à-dire que si vous faites un cas de test de type unitaire, en fait, il ne sera valable que dans le cas d'une qualif unitaire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas réutiliser le cas de test dans le cas d'une qualif d'intégration du système ou d'acceptation utilisateur. On n'est pas du tout au même niveau. Les tests unitaires, en général, sont plutôt orientés développement. Donc c'est les tests, ça va être les tests de code, ça va être les tests de dev, alors que les tests d'acceptation, on va plutôt être justement dans des tests métiers sur l'utilisation en mode métier de l'application. Je vous parle tout comme je dis, hein, c'est toujours l'application, mais on peut le faire à différents niveaux, il n'y a pas que des applis. Voilà, c'est qu'on ne testera pas la même chose au niveau unitaire et au niveau acceptation. Typiquement, au niveau acceptation, en général, j'en profite pour vous glisser un peu la notion de cas passant, cas non passant. C'est que en test unitaire, on fera souvent beaucoup de cas non passants pour vérifier justement les limites de l'application. En général, dans le cas de test de l'acceptation, on va faire des gestes métiers plutôt passants. On fera quelques non passants sur quelques cas critiques. Mais l'idée, c'est de tester que ce qu'on veut faire, l'application ne le fait. Ça va pas être de tester en mode ce qu'on appelait en tant que dev, ce qu'on appelait le mode singe, c'est faire n'importe quoi pour vérifier que l'application a toutes les garde-fous nécessaires. Voilà, c'est pas le genre de test qu'on va faire au niveau de l'intégration, de l'acceptation. C'est en général au niveau de l'intégration, au niveau unitaire, qu'on va faire ces tests justement de barrières, de limites pour vérifier qu'on a bien les garde-fous qui nous intéressent. Donc voilà, donc action de la qualif, hein, donc toujours adapter la stratégie test en fonction du contexte. Donc voilà, je disais en fonction du niveau de test que l'on fait et de la forme de test qu'on est amené à faire, donc que ce soit des tests métier, performance ou sécurité, ce sont des qualifs qui vont pas se gérer du tout de la même façon et qui n'auront pas du tout les mêmes besoins et non plus les mêmes outils. Pour ceux à qui ça parle, un des exemples que je pourrais donner, c'est les environnements de test.
C'est qu'un environnement de test de perf et un environnement de test métier en général sont pas les mêmes. Déjà, chaque test métier, je vous glisse l'info comme ça, chaque niveau de test, chaque forme de test, en général, on fait ça sur des plateformes différentes. On essaye de pas trop mutualiser de ce côté-là, justement, pour pouvoir faire plein de choses, notamment les tests d'automatisation. Donc, faire tourner un robot en automatique sur une plateforme sur laquelle on est en train de faire des tests d'acceptation utilisateur, en général, ça marche pas bien. Corruption de jeux de données, par exemple. Voilà. Voilà pour les 7 principes et les grandes actions en fait que peut mener une équipe de qualif dans le cadre de la vie d'un projet. Les étapes du processus du test. Donc ça fait un petit peu récap à globalement tout ce que je vous ai expliqué dans les principes. Les 7 principes vont se retrouver plus ou moins dans ces 7 étapes que je vous ai affichées à l'écran. Donc, qui commence donc par la planification des tests, donc au sens large. Ça veut dire la planification des tests, ça commence au moment où on se dit on va créer une application ou on va améliorer une application et il faudra du coup la tester. Donc, on va commencer à planifier. Dès ce moment-là, le test commence, principe numéro 3, tester tôt. On commence le plus tôt possible et la planification commence à ce niveau-là. Ensuite, on va donc faire l'analyse des référentiels de test et des contextes pour faire justement la qualif, donc justement la planification des tests au niveau au-dessus, je vous le disais, on va déjà vérifier quel genre de tests on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des tests métiers? Est-ce qu'on veut faire des tests de perf? Est-ce qu'on veut faire des tests d'intégration, etc. Et on va donc analyser ce référentiel en conséquence pour pouvoir, étape suivante, forcément, faire la conception des tests et du plan de test en fonction des objectifs de votre qualif. L'exécution de test, forcément, viendra après pour une fois la livraison effectuée et les tests conçus, on va les exécuter. Et on va après passer dans une phase. C'est vrai que là, je voulais faire un peu en mode cycle en V, mais à partir du suivi de progression, c'est des choses qu'on fait dès le début de l'exécution. Suivi de la progression et les résultats, c'est dès le début de l'exécution, elles seront faits. Parce que ça nous permet de nous amener au cas suivant, qui est l'évaluation de la qualité de l'objet de test. C'est forcément si au bout du premier jour de la qualif, vous rencontrez une anomalie bloquante sur chaque fonctionnalité, ça peut être amené à arrêter la qualif justement parce qu'on a un problème donc de qualité qui peut être la qualité du livrable, tout simplement, l'application qu'on vous livre qui n'est pas qualité. Par contre, ça peut être aussi, c'est pas exclu que l'équipe de qualif aussi fasse des erreurs, c'est que les tests du coup ne soient pas bons. J'entends dans le sens, vous avez conçu des cas de tests et puis vous trouvez une erreur bloquante dès les premières étapes. Ça peut être l'application, comme on va le dire, mais ça peut aussi être dit votre cas de test est faux. C'est pas impossible. Donc ça, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des différentes étapes de validation, les 13 amigos, etc., où on va en parler régulièrement et se valider mutuellement notre compréhension en fait du sujet. C'est justement pour éviter ce genre de problématique. Évaluation de la qualité de l'objet de test, donc on vient d'en l'aborder un petit peu, mais ça c'est vrai que c'est plutôt à la fin de la qualif, une fois qu'on a exécuté 100% de notre plan de test, selon donc différents objectifs, KPI, ROI qui auraient été déterminés avec le client, on va pouvoir évaluer l'application que vous venez de tester, donc l'objet du test, pour savoir si elle répond aux besoins forcément qui ont été exprimés par le client et si l'application du coup est prête pour un usage grand public. Donc moi je vous parlerai souvent d'une mise en prod en effet dans ma mission parce qu'on parle de mise en prod, mais ça peut être la mise en ligne, ça peut être la mise en vente aussi accessoirement d'une application ou d'un objet au sens large, parce que ce qu'on est en train de faire là, en fait, en termes de la qualif logicielle, je le dis, je le répète, on peut l'appliquer à différents projets. On pourrait très bien l'appliquer à la création d'un objet. Bon, on va adapter certaines choses,
mais c'est le même process, c'est qu'on va créer un objet pour répondre à des besoins et on va le tester pour vérifier que tout va bien. L'exemple que je pourrais donner, c'est un jouet pour enfants, s'assurer que il est sécure, etc. Donc ce process de test que je vais souvent faire l'appeler process qualité, parce que la qualif rentre dans le cadre du projet qualité et en est un pan important. Donc peut être déployé à tout projet, même autre que la qualification logicielle. Et la dernière étape que j'ajoute, qui est donc l'amélioration continue, on en a parlé en parlant des principes, l'amélioration continue, c'est agrémenter ce plan de test, la bibliothèque de test, en fonction de ce qu'on a découvert comme anomalie. Ça va être créer des nouveaux cas de test parce qu'on peut déclarer des anomalies par rapport aux cas de test qu'on a vus. Il y a une autre phase de test qu'on fait aussi parfois, j'en ai pas parlé avant. C'est la phase de test exploratoire, par exemple, où on va déclencher une anomalie pas prévue. Pardon. Hop. On va déclencher une anomalie, on va découvrir une anomalie qui est pas couverte par un cas de test, et ben du coup on va couvrir ce périmètre en déclenchant un nouveau cas de test, ou alors on va réécrire des nouveaux scénarios, des nouvelles fonctionnalités. On va prévoir dans le cadre de l'amélioration continue plein d'autres possibilités. L'exemple, ça peut être aussi l'automatisation des tests qu'on peut rentrer dans le cadre de l'amélioration continue normale. Mais le test automatisé, c'est aussi une forme de test, sous le même principe que les tests de perf, par exemple. Donc, on va l'entrer dans l'amélioration continue, par exemple, du test manuel, mais du coup, elle rentrera aussi dans ce fameux cycle qui est présenté à l'écran. C'est que c'est l'amélioration continue des tests manuels. Par contre, du coup, on rentrera dans un nouveau cycle, planification, analyse, conception, exécution, etc. Pascal, je vois qu'il y a une question, excuse-moi. J'étais pas sur le bon onglet. Comment peut-on faire des tests de qualif non pertinents par rapport à un programme de qualif dédié? Alors, comment? Tout simplement, c'est des tests de qualif non pertinents. Je vais te donner un exemple simple qui m'est arrivé d'ailleurs plutôt récemment. C'est l'incompréhension justement en fait du sujet. Alors, dans l'exemple que j'ai, justement, l'incompréhension, elle était liée justement à tous les niveaux, dans le sens où le client a exprimé un besoin qui a été traduit par les experts pour en générer une expression de besoin. Et c'est là où l'importance des 13 amigos est importante. C'est que dans ce cas particulier, justement, ça n'avait pas été fait. C'est que justement, si on regarde le fameux mème, on en parlera avec le fameux mème tout à l'heure, c'est que on n'avait pas compris la fonctionnalité n'avait pas été comprise entre le moment où l'idée a germé dans la tête des gens qui en ont besoin et le moment où elle est arrivée chez les devs et du coup chez nous en qualif. Parce que nous, du coup, le test nous paraissait pertinent en fonction de ce qu'on avait compris. Par contre, une fois que la fonctionnalité a été mise à dispo, et du coup, nous, on teste la fonctionnalité, on la valide, on dit qu'elle est bonne, on la met au niveau des utilisateurs, eux ne la valident pas, et c'est là qu'on se dit, quand on discute, quand on échange, que le cas test n'était pas pertinent, mais il n'était pas pertinent parce que justement la fonctionnalité n'avait pas été comprise. Normalement, si on fait justement les 13 amigos et un process et où tout le monde est clair et où on a un échange complet, on n'a pas forcément on ne devrait pas avoir de tests non pertinents. Par contre, ça peut arriver. Et ça peut arriver aussi dans le cadre justement de l'obsolescence du cas de test, c'est se dire qu'on va un cas de test n'est plus pertinent justement parce qu'il n'est pas à jour. Mais il faut avoir connaissance justement de la modification à apporter au cas de test. C'est une problématique qu'on peut avoir aussi beaucoup dans des équipes de qualif. Si on a une rotation
importante des membres. On a une bibliothèque de cas de test, elle est là, elle existe, elle est souvent versionnée, bien sûr, mais il faut avoir connaissance justement de ce versionning pour ne pas aller chercher un cas de test non pertinent pour tester une fonctionnalité actuelle. Je ne sais pas si j'ai été clair pour répondre à ta question. Clément, dans ton expérience, comment sont gérés les tests automatisés? Qui rédige les tests et fait évoluer le portefeuille de tests? Justement, c'est l'équipe de qualif en fait qui fait ça, donc en lien avec tout le projet entre guillemets. Parce que la qualification et donc la qualité, dans le cadre notamment du logiciel, elle n'est pas l'affaire que de l'équipe de qualif, elle est l'affaire du projet en sens large. Ce que je répète beaucoup moi à mes clients, c'est que nous, qualifs, nous n'inventons rien. Nous ne sommes pas du métier et c'est pour ça qu'on va les solliciter régulièrement sur les Très Amigos, par exemple, ou sur des phases de validation des cas de test pour les rédiger. Et pareil, comment on va le faire évoluer le portefeuille de test? Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est les cas de test, les tests exploratoires qui remontent des anomalies, on va les remonter. Et puis, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas tout tester, donc on va forcément faire une analyse de priorité et de risque. Par contre, il n'est pas exclu que notre priorisation et nos risques couvrent 100%, hein, on l'a dit, c'est pas possible, donc il n'est pas exclu qu'on se retrouve avec une anomalie en prod. Et là où c'est toute l'importance, c'est aux équipes de prod, de TMA, alors selon les fonctionnements dans les différentes missions, de remonter justement ces anomalies pour vérifier que c'est des vraies anomalies, premièrement, parce qu'une anomalie remontée en prod n'est pas forcément une anomalie, hein, il faut forcément une analyse, ça peut être une mauvaise utilisation du logiciel, donc il y a toute cette première phase-là. Et après, il y a ce que moi je fais régulièrement dans ma mission, c'est qu'on prend justement toutes les anomalies qui étaient remontées en prod et puis on fait le comparatif pour vérifier que ce cas, est-ce que c'est un cas qui a été identifié au départ? Ça arrive souvent hein, dans le cadre de ma mission que le cas qui nous est remonté par les utilisateurs finaux, c'est parce qu'ils font une anomalie sur un cas qui n'a pas été identifié au début et dit que forcément n'est pas prévu dans l'application. Et du coup, ça remonte par la qualif. Nous, on dit, c'était pas prévu. Pourquoi? Est-ce qu'on peut améliorer le cas de test, améliorer donc le portefeuille, la bibliothèque de test en ajoutant ça dans nos cas de test, ou est-ce que c'est une vraie anomalie? Est-ce que ça va pas remonter directement au projet pour prendre en compte d'abord, juste dire, en fait non, l'utilisateur essaye de faire quelque chose qui n'est pas prévu par l'application et qui ne le sera jamais. Ou alors, est-ce que il essaye de faire quelque chose, mais ça devrait être prévu et dans ce cas-là, on aura une évolution. Donc, les tests automatisés, comme les tests manuels, au final, on aura exactement la même problématique. C'est qu'ils vont être rédigés par l'équipe de test, donc manuel, automatique. Et c'est cette équipe-là qui va faire évoluer le portefeuille de test, mais avec l'aide en fait du projet du coup dans son ensemble. Donc ça peut être les experts qui ont rédigé, ça peut être les utilisateurs finaux parce qu'ils vont se remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils ne savent plus faire, par exemple s'ils sont passés d'une application à une autre, etc. Et donc c'est tout ça qui va faire en fait cette gestion et cette évolution en fait de la bibliothèque de test. Du coup, je continue. Je vais vous faire une petite parenthèse du coup donc sur les outils. Je vous en parle très vite fait parce que ça fera en fait office d'introduction à d'autres meet-up en fait hein, sur les solutions automodernes. Donc il y en a certains que vous avez certainement déjà utilisés. Pas forcément en étant de l'équipe de qualif. Hein. D'ailleurs, comme je le disais, la qualif c'est tout le monde au sein d'un projet. Donc tout le monde peut être amené à utiliser ces logiciels et je vous conseille très fortement dans vos projets de vous rapprocher de l'équipe de votre équipe de qualif qui fait ça pour voir les logiciels et potentiellement y avoir accès.
Parce que l'exemple que je vais vous donner, c'est toujours pareil, basé sur ma mission. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas du métier en qualif et nous n'inventons rien. Et donc, à un moment, il faut que les experts, les chefs de projet, potentiellement les MOA, les représentants des utilisateurs qui vont faire les tests d'acceptance aient une vision en fait de ce qui est fait et de ce qui est testé. Et pour ça, en fait, il faut qu'ils puissent accéder justement aux différents outils. Bon, on va pas parler des outils d'automatisation, c'est un peu différent. Forcément, un utilisateur lambda n'a pas intérêt à accéder à un test d'automatisation, mais ils peuvent accéder par exemple aux outils de gestion de patrimoine tels que HPQC ou Jira, donc via X-Ray. Il y en a plein d'autres, hein. Là, je vous cite que ceux que moi je connais, que j'utilise avec mes différents clients. Il y en a une palanquée qui vont des outils, on va dire, génériques, utilisables par tout le monde, sous licence achetable, comme HPQC ou Jira, aux outils maison, hein. Vous avez encore des projets où la qualif est gérée en fait sur Excel, par exemple. C'est dans le cadre de tout petits projets, pourquoi pas, ça fait des frais en moins par rapport à l'achat d'une licence HPQC ou Jira. Et autre outil important, du coup, c'est l'outil de ticketing, justement pour que tout le monde puisse à n'importe quel moment avoir connaissance en fait des anomalies et des bugs qui sont déjà remontés pour voir. C'est un peu comme, faut un peu l'utiliser comme une fac. L'outil de ticketing, c'est ce que je dis toujours en fait à mes clients, c'est qu'avant de remonter une anomalie, s'assurer potentiellement qu'elle n'est pas déjà connue. Et donc, c'est important d'avoir accès en fait à ces outils-là. Donc, Jira est un très bon outil, par exemple, qui fait pas mal de choses, qui permet notamment de gérer le projet en lui-même. On peut de tirer le ticketing, donc pour tout ce qui est justement bug, évolution, donc tout ce qui va être release management peut être géré par Jira, et qui permet aussi de gérer son patrimoine de test et en plus d'en faire des liaisons pour faire ce qu'on va appeler du pourcentage de couverture, c'est s'assurer que telle fonctionnalité, si elle est dans Jira, c'est de la lier avec les cas de tests qui sont du coup dans Jira pour s'assurer que la fonctionnalité est couverte, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, avant de conclure, on peut aller regarder les mèmes que vous avez mis Oui. pour voir si il y a des choses qui vous faisaient pas rire avant et qui vous font rire maintenant, en fonction de ce que vous avez entendu. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors, il y a la légende de tester en production. Ça revient quand même pas mal. Oui. Donc, tester Alors, sans environnement de recette, enfin pas tester quoi. c'est ça. C'est tester, voilà, tester en production, c'est malheureusement quelque chose qui est alors fortement déconseillé, hein, bien sûr, parfois inévitable. Dans certains cas, on n'a malheureusement pas le choix. Ça dépendra justement de comment a été montée la qualif. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, un des exemples qui est fréquent, c'est des problèmes de performance. Si vous n'avez pas justement une qualification orientée performance avant, ça veut dire que probablement votre environnement de qualif, alors idéalement il devrait être isoprod, c'est pas toujours le cas, ce qui fait que ces tests-là de perf, en fait, souvent le seul moyen de le tester, c'est d'aller en prod et de vérifier que ça marche. C'est très, très, très compliqué, très, très, très dangereux aussi. Il y a toute une analyse de risque à faire en fait en conséquence là-dessus, hein, sur lequel en général la qualif a forcément son mot à dire, mais à partir du moment où la qualif n'est pas en capacité de faire le test, forcément il y a toujours quelqu'un qui va à un moment émettre l'idée de on met en prod et on verra en prod. C'est risqué. Ça devrait pas se faire, mais ça se fait, il faut le savoir. Et en effet, j'aime bien du coup la tête Austin Power qui va très bien avec ce même. Voilà. Alors, il y a aussi les deux pilules, la bleue et la rouge, pour unit testing. Nobody got time for that. Et puis, I know test-driven design. I know TDD.
Ben, de en vous fait, opposer. c'est un mème qui est, très sympa, mais en fait qui idéalement, la question ne devrait pas se poser parce qu'en fait, on devrait, dans le cadre d'une vraie qualif, on devrait faire les 2. C'est qu'il y a les tests unitaires au début qui doivent être faits, donc par exemple par l'éditeur, ou qui peuvent être faits de façon, comme je vous disais, par exemple, au sein de ma mission. Comme je vous disais, j'ai 20 projets, donc il y a forcément on va faire des tests unitaires sur les 20 projets, dans le sens, on va faire des tests unitaires d'intégration, on va dire ça comme ça. Et après, il y a les tests TDD qui doivent être une phase en fait qui est importante. Et voilà. Idéalement, faut pas avoir à choisir. Alors ça, c'est l'idéal, mais comme d'habitude, les problématiques qui vont émerger en fait de ça, c'est le temps et le budget. Et à un moment, c'est pareil, c'est un choix qu'on devrait pas avoir à faire, mais qui va pouvoir être fait. Et ben, comment on choisit? Bah, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la planification, c'est l'analyse des risques, on voit, il y aura forcément une analyse de coûts et une analyse de temps, et à partir de là, des choix qui seront faits. Faut pas, idéalement, faut pas choisir. Donc voilà, voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, merci à tous pour votre participation. J'espère que Voilà. vous avez appris des choses, que ça vous aura intéressé. Maxime va faire toute une série de meet-up sur ce thème et les thèmes connexes. Donc, n'hésitez pas à suivre sur meetup.com les prochaines annonces et aussi les annonces des nouveaux événements Comet Extia.